Après une super soirée, 4 étudiants vont être retrouvés chez eux, poignardés dans un bain de sang. C'était le 13 novembre 2022, mais il y a un témoin cette nuit-là. Que s'est-il passé cette fameuse nuit et après? Voici tous les derniers détails sur cette affaire. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story. Bon, avant toute chose, tu vas t'abonner parce que j'ai plus de 150 histoires complètement folles. Allez, c'est parti! Après une super soirée, 4 étudiants sont retrouvés morts chez eux dans un bain de sang, c'est ce que je vous disais. On va reprendre cette affaire pour la 6e vidéo et je pense que ça va être un peu plus espacé parce que vous allez le voir dans tout ce que je vais vous dire. Il va y avoir un procès le 6 juin et à mon avis jusque-là, ça va être beaucoup plus calme. Repartons donc en août 2022. La police est intervenue pour une fête qui faisait trop de bruit à la maison des étudiants et elle sera reçue par Kylie. Et cette semaine avant les horribles meurtres, la police va revenir dans la maison pour encore une fois tapage nocturne. Musique trop forte et c'est Anna qui reçoit la police. Je vous laisse le début en sonore, que vous jugiez de la force du niveau de la musique. Hey guys, Moscow PD. Turn the music down. Turn the music down. Et je trouve que cela fait toujours extrêmement bizarre, après tout ce qu'on sait, de revoir des vidéos des victimes. Moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Avec ces vidéos, on comprend que ces jeunes gens aimaient beaucoup faire la fête et parfois un peu trop fort et qu'il y avait beaucoup de monde chez eux et qui passait par chez eux. Ensuite, nous arrivons le 12 novembre 2022. Kylie Goncalves, Madison Mogen, Ethan Chapin et Xana Kernodle étaient des étudiants de l'université de l'Idaho qui vivaient dans une résidence hors du campus, voisine à Moscou. Moscou est une ville universitaire d'environ 25 000 personnes, plus 2 autres colocataires dans la maison dont nous parlerons plus tard. Cette nuit-là, Ethan et Xana sont allés faire la fête sur le campus et Mogen et Goncalves sont allés dans un bar du centre-ville. Puis, nous sommes le matin du 13 novembre. Kylie et Madison ont commandé dans un food truck vers 1h41, nous sommes en pleine nuit. En attendant leur nourriture, je vous mets les images, on pouvait les voir bavarder avec d'autres personnes. D'ailleurs, vous vous en rappelez, une des personnes avait été jugée suspecte, avait été harcelée, mais en fait cette personne n'a rien à voir avec les meurtres. Petit à petit, jusqu'à 1h52, tous sont rentrés dans la maison ce matin-là. À 4h12, Xana utilisera l'application TikTok sur son portable. Ce sont les derniers signes de leur mouvement. Ils logeaient dans la maison comme ceci. Premier étage, Dylan et Bethany. Deuxième étage, Xana et Ethan, son petit ami qui lui n'était pas locataire mais venu dormir avec elle. Et au troisième, Kylie et Madison. 2 autres colocataires à la maison n'ont pas été blessés. Les 2 autres colocataires de la maison qui n'ont pas été blessés se sont réveillés plus tard dans la matinée et ont convoqué des amis à la maison parce qu'ils croyaient que l'une des victimes était évanouie. Alors j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça et vous aussi, parce qu'on se dit qu'une des victimes est poignardée dans un bain de sang. Comment ont-elles pu croire que cette victime était évanouie? Il apparaîtra peut-être que quand les autres amis sont arrivés, c'est là qu'ils ont enfin appelé les secours des heures après la découverte du corps. Donc un appel au 911 a été fait juste avant midi au sujet d'une personne inconsciente à la résidence puisque, je le répète, elle croit que cette personne est évanouie. Des agents arrivant ont trouvé la porte de la résidence ouverte et c'est là qu'ils vont découvrir le corps des 4 étudiants et comprendre qu'il ne s'agit pas d'un simple évanouissement et de quelqu'un qu'on n'arrive pas à réveiller, mais bien de 4 meurtres horribles. Très important, il n'y avait aucun signe d'entrée forcée ou de dommages sur les portes. Le 15 novembre, la police de Moscou a publié une déclaration disant qu'une arme tranchante telle qu'un couteau a été utilisée dans ces meurtres. Aucun suspect n'est en garde à vue pour l'instant et aucune arme n'a été retrouvée. Le 16 novembre, le chef de la police, James Fry, a tenu une conférence de presse. Il n'y avait toujours aucun suspect et a noté que les 2 autres colocataires qui étaient dans la maison au moment de l'attaque n'avaient pas été blessés.
Le 30 novembre, la police de Moscou publie une liste de personnes qui, selon elle, ne sont pas impliquées dans le crime. Les 2 colocataires survivantes, l'homme de la vidéo du food truck et le conducteur de taxi qui avait ramené les 2 jeunes femmes à leur maison cette nuit-là après qu'elles aient mangé au food truck. Tout le monde est éloigné de la liste des suspects. La police dira que l'attaque a été ciblée, mais ils ne savent pas si c'est simplement la maison qui était ciblée ou ses occupants. Le 7 décembre, les enquêteurs vont dire qu'ils sont intéressés par une Hyundai Elantra blanche, je vous dis tout. Une Hyundai Elantra blanche 2011-2013 a été repérée près de la scène de crime au moment des meurtres. En effet, un employé qui était au travail a eu l'idée de regarder les vidéos de caméra surveillance de là où il travaille et il va voir passer cette voiture. Il sait que c'est dans ces heures-là et cette nuit-là. Il va faire une capture d'écran avec son téléphone et aller à la police donner l'image de cette voiture. La police va demander le registre de toutes les Hyundai Elantra blanches du coin et vont retrouver celle de Brian Kohberger. Près de 7 semaines après la mort des 4 étudiants, Brian Kohberger, en pleine nuit, va être arrêté chez ses parents en Pennsylvanie. Il y était pour les vacances de Noël. Bien qu'il a fallu près de 2 mois aux autorités pour nommer publiquement un suspect, la police a fait face à des critiques croissantes, alors que pourtant l'enquête avançait, mais tout était caché du public, tel que le fait qu'il y avait 2 colocataires vivantes, et vous allez voir même plus, mais ça je vous le dis après. Donc la police avait caché certaines choses au public, car eux, pendant ce temps-là, ils avaient commencé à se concentrer sur Kohberger en tant que suspect des semaines plus tôt, grâce donc à la vidéo de la voiture et grâce à de l'ADN retrouvé sur une housse de couteau laissée près d'un lit d'une des victimes. À savoir aussi que Brian Kohberger a obtenu une nouvelle plaque d'immatriculation pour sa voiture 5 jours après les meurtres, c'est-à-dire que lui, le gars, comme par hasard, 5 jours après les meurtres, il a changé sa plaque. Lorsqu'il a été arrêté en Pennsylvanie cette semaine-là, ils ont retrouvé l'Elantra blanche. D'autres preuves comme les bornages téléphoniques montrant que le téléphone de Kohberger avait été près de la maison des victimes au moins une 12aine de fois depuis le mois de juin en 2022. Et les dossiers de police vont montrer que son téléphone a également borné le matin après les meurtres vers 9h, ce qui signifierait qu'il est sûrement retourné sur les lieux du crime. Alors on peut faire des suppositions, peut-être pour voir si la police avait été appelée ou pas, nous ne savons pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que son téléphone a borné à 9h du matin. De plus, les autorités vont retrouver des ordures récupérées dans les poubelles de la maison familiale des Kohberger. Et là, ils vont trouver un profil ADN qui va matcher avec celui du couteau, mais qui sera en fait l'ADN du père. C'est tout à fait normal parce qu'en fait, la police n'avait à sa disposition que l'ADN du père dans les poubelles et c'est logique qu'il matche avec l'ADN retrouvé sur le couteau puisque c'est le père du fils, qu'on sait que les ADN sont toujours proches entre parents et enfants. Donc, l'ADN va matcher. Et on comprendra que c'est grâce à l'ADN du père récupéré dans ces déchets qu'ils ont trouvé Brian Kohberger. Mais ce Brian n'a pas été arrêté directement. Il était surveillé depuis 4 jours avant son arrestation. Pendant ce temps-là, la police l'a vu mettre ses sacs à ordures dans les poubelles des voisins et nettoyer sa voiture intérieure-extérieure avec minutie. Alors ça paraît suspect. Pourquoi quand tu jettes tes poubelles, tu les mets pas dans ta poubelle mais dans celle des voisins? C'est bien que tu as quelque chose à cacher. Et nettoyer sa voiture, on peut se dire c'est les vacances de Noël, il a du temps, il nettoie sa voiture, mais là en l'occurrence, il n'y a plus de coïncidence. On comprend bien qu'il a peut-être voulu nettoyer sa voiture pour éliminer des preuves. Puis nous sommes le 30 décembre. Le suspect, Brian Kohberger, a été placé en garde à vue. L'arrestation a donc été effectuée par la police et le FBI dans le nord-est de la Pennsylvanie, comme je vous l'ai dit, dans la maison de ses parents en pleine nuit. Le 5 janvier, Brian Kohberger a fait sa première comparution devant le tribunal. Il a été transféré, enfin.
Il se dit innocent et donc nous n'avons pour l'instant aucun motif de ces 4 meurtres. Je sais que vous attendez le motif, vous avez envie de savoir pourquoi il a fait ça. Il ne parle pas, nous n'en avons à cet instant aucune idée. Le juge a fixé sa prochaine audience le 26 juin 2022 et d'ailleurs une enquête est aussi faite pour savoir s'il s'agit de ces 4 meurtres, ces premiers meurtres, ou si auparavant il aurait peut-être déjà tué. Brian Kohberger est détenu sans caution dans la prison du comté de Latah en Idaho où il fait face à 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et à un chef d'accusation de cambriolage. Pendant ce temps, les autorités veulent toujours entendre des gens qui pourraient être en mesure de faire plus de lumière sur Kohberger. Quel caractère avait-il? Comment se comportait-il? Comme je vous l'avais dit auparavant, il va y avoir un patron de bar qui va parler et qui dira qu'il était très bizarre et se comportait de façon très cavalière avec les serveuses et les clientes, leur demandant même des choses sur leur intimité, qui elles fréquentaient, à quelle heure elles finissaient. Ses camarades de classe, eux, vont dire qu'il avait un caractère assez étrange, qu'il avait des difficultés en cours à s'exprimer parce qu'il passait par 36 chemins pour donner une solution tout à fait facile, qu'il était plutôt nerveux et de caractère supérieur, hautain et solitaire parce qu'on ne lui connaît pas d'amis à l'université. Voici ce que nous savons de lui jusqu'à présent. Brian Kohberger a été appréhendé donc chez ses parents pendant les fêtes de Noël. Il avait une Elantra blanche qui a été vue cette nuit-là, la nuit des meurtres. Il est doctorant en justice pénale, étudiant diplômé au département de la justice pénale et de criminologie de l'Université d'État de Washington. Brian avait terminé son premier semestre en tant que doctorant dans le programme de justice pénale. Brian a postulé dans un stage au service de police de Pullman à Washington. Vous voyez que c'est quand même incroyable, on se l'était déjà dit, mais lui, l'habit ne fait pas le moineau. Il a même postulé pour un stage auprès de la police et il était diplômé de la justice pénale. Et même les policiers diront que ce n'est pas un profil classique de tueur. Il aurait écrit un essai qui était intéressé à aider les organismes d'application de la loi rurale et à mieux collecter et analyser des données technologiques dans les opérations de sécurité publique. Son avocat dira que son client est très intelligent, ajoutant qu'il comprend où nous en sommes en ce moment dans cette affaire. A noter que Kohberger a publié un message Reddit qui a été rendu public après son arrestation. Il faisait une enquête, une étude de l'université de Salz et il demandait de participer à un projet de recherche pour comprendre comment les émotions et les traits psychologiques influencent la prise de décision lors d'un crime. Le post disait: en particulier, cette étude cherche à comprendre l'histoire derrière votre infraction pénale la plus récente, en mettant l'accent sur vos pensées et vos sentiments tout au long de votre expérience. Donc on se rend compte, et ses camarades de toute façon le diront, il était extrêmement passionné, peut-être dirons-nous obsédé, par le crime, par ses études, mais ça n'a choqué personne puisqu'il était étudiant justement dans cette spécificité. Mais nous, avec le recul, on se rend compte que ce n'était plus un bon élève, mais quelqu'un d'obsédé par le crime. D'ailleurs, un ancien policier profiler dira, et c'est son analyse personnelle, ça ne tient qu'à lui, c'est ce qu'il pense lui, mais je vous le dis quand même, il dira qu'il pense que Brian est en quelque sorte un jeune homme frustré de ne pas avoir de relation avec une femme, suscitant donc en lui de la frustration, de la colère et de la jalousie. Mais malheureusement pour lui, dans cette affaire, le tueur a commis une erreur de débutant, dira la police, laissant la gaine du couteau sur les lieux du crime, et c'est d'ailleurs ce qui va faire démarrer l'enquête, trouver l'ADN, et ils disent que s'il n'avait pas trouvé cette gaine de couteau dès le départ, il ne l'aurait peut-être jamais trouvé et il aurait commis des, entre guillemets, crimes parfaits. Et là, et c'est incroyable, nous allons apprendre qu'une colocataire a vu une silhouette vêtue de noir et d'un masque ce soir-là dans la nuit. L'une des 2 colocataires, Dylan, qui n'a pas été tuée, a dit aux enquêteurs qu'elle avait vu un homme masqué, vêtu de noir dans la maison cette nuit-là. Dylan, la colocataire, a dit qu'elle a entendu pleurer dans la maison cette nuit-là et une voix masculine disant « C'est bon, je vais vous aider ».
Dylan a déclaré qu'elle avait ouvert la porte et qu'elle avait vu une silhouette vêtue de vêtements noirs et d'un masque qui couvrait la bouche et le nez, et que la personne se rapprochait d'elle mais ne l'a pas vue car la porte était juste entrouverte. Elle dira que cette personne faisait 1m78 ou plus, que c'était un homme, pas très musclé mais de manière athlétique avec des sourcils touffus. Après, elle aurait été comme tétanisée, choquée, traumatisée. Et enfin, cet homme, selon elle, marchait dans le couloir et est ressorti par la porte vitrée coulissante de derrière. Elle, Dylan, elle se serait enfermée dans sa chambre après avoir vu cet homme. Moi, je me demande toujours pourquoi elle n'a pas appelé tout de suite la police ou une demi-heure après avoir repris ses émotions, mais bien des heures après, le matin, le midi, et en plus, quand elle appelle la police, elle dit que la personne qu'elle a trouvée est évanouie. Alors qu'on le rappelle, cette personne est poignardée dans une mare de sang. Ça, c'est des questions, moi, c'est les questions que je me pose et que je trouve les plus bizarres dans cette affaire, mais on en parlera à la fin de la vidéo. Nous ne savons pas à ce stade de l'enquête si la police savait depuis le début que Dylan avait vu cet homme ou si Dylan a parlé après. Pendant ce temps et les semaines qui vont suivre, comme je vous l'ai dit, les deux survivantes vont être protégées et leur identité non révélée. Donc, faisons un point. Certaines questions subsistent dans l'affaire des meurtres. Plusieurs semaines après les meurtres, il n'est toujours pas clair pourquoi le tueur a laissé 2 colocataires indemnes. Il n'est pas clair de savoir pourquoi les colocataires n'ont pas tout de suite appelé le 911. Le motif du crime reste également un mystère et la police a déclaré qu'elle recherchait toujours l'arme du crime. Nous ne savons toujours pas pourquoi Brian avait une raison de tuer ces personnes et pourquoi il était dans cette région à ce moment-là. Nous ne savons toujours pas si Brian connaissait l'une des victimes avant tout cela. Mais avant que les cours reprennent cette semaine à l'université de l'Idaho, les étudiants restent inquiets au sujet des meurtres du mois de novembre. Et oui, les cours ont repris près de 7 semaines après les meurtres. Mais tous les étudiants sont soudés, secoués et ressentent comme un malaise et de l'incertitude. Il faut savoir que, comme je vous l'avais dit, de nombreux étudiants et même des personnes habitant dans cette ville avaient abandonné le campus et la ville en raison de leur anxiété. L'arrestation d'un suspect pendant les vacances d'hiver, cependant, avait atténué toute cette inquiétude, leur permettant d'entrer dans leur salle de cours ou d'aller à leur travail, se pensant en sécurité. Pourtant, le sentiment d'insécurité est revenu et ils se sentent mal à l'aise. Ils diront « Cela semble certainement être un endroit différent. Je ne traîne plus avec toutes les personnes que je connaissais, mais seulement avec certaines, avec celles dont je me sens vraiment en sécurité. » L'université a considérablement renforcé les mesures de sécurité et a donné aux étudiants la possibilité de quitter le campus et de terminer le semestre à distance s'ils le souhaitent. Voilà, cette horrible update est finie. D'abord, dis-moi ce que tu en penses des colocataires, parce que, alors, vous allez dire, la Cécile, là, elle nous fait une fixette, mais je suis désolée, je n'arrive pas... Alors, je comprends bien qu'elle a pu avoir un traumatisme, mais pendant 8 heures, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, même si elle était tétanisée, au bout d'une demi-heure, 1 heure, même 2 heures, si tu veux, elle n'a pas juste tendu le bras et pris son téléphone pour appeler la police. Parce que moi, il me semble que si j'avais extrêmement peur, mais je voudrais que la police vienne. Je ne sais pas. Et surtout, ce que j'explique encore moins, parce qu'à la limite, comme je vous le dis pour ma question précédente, on mettra ça sur le dos du traumatisme. Mais ce que je m'explique encore moins, c'est pourquoi elle appelle en disant que c'est un évanouissement. Alors qu'on sait que cette personne est poignardée et qu'il y a une mare de sang autour d'elle. Est-ce qu'elle fait un déni? Est-ce qu'elle peut être tout du long à ce point dans le déni? J'aimerais aussi savoir si elle a parlé après ou dès le début. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais savoir à propos des colocataires et aussi pourquoi elles ont été épargnées. Vous voyez, je vous mets un gros bémol sur ce point-là. Dites-moi vous dans les commentaires quelle idée vous avez sur cette affaire
et quel ressenti vous avez, quel jugement vous portez, qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que surtout vous trouvez bizarre. En tous les cas, on a beaucoup parlé de cette maison. Vous en conviendrez, vous allez me laisser un emoji maison pour l'algorithme et si tu le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour votre soutien, mes zigotos d'amour. Vous êtes vraiment, je viens de dire, des amours parce que vous me laissez des pouces en l'air, des commentaires, vous participez sur mon Instagram où je vous réponds à tous. Merci, merci, merci. Je vous fais encore penser à ceux qui n'ont pas fait de vous abonner pour 2 raisons. La première, parce que j'ai plus de 150 vidéos d'histoire complètement folles. Et la deuxième, parce qu'à 10 000 abonnés, je vous tourne une vidéo dans un hôtel ou dans une maison hantée avec mon mari et mes amis. On va s'éclater, j'ai trop hâte. D'ici la prochaine fois, si jamais vous subissez un contrôle de police sur l'autoroute, mais pensez à regarder derrière vous. Prenez bien soin de vous, mes zigotos d'amour. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!